Et on revient en direct avec vous en espérant que le déjeuner ne vous a pas éloigné trop de notre stream en direct Virtual Global Azure 2020, l'édition virtuelle spéciale qu'on organise pour vous par les communautés Azure, Moog de France et de Belgique. On revient avec une session de Wassim Chegam sur excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'avais mon retour en casque du stream live YouTube. Donc, je reprends. Wassim va nous présenter Azure Functions de A à Z, en sachant que Wassim, comme vous allez voir, a aussi une vision transverse serverless, donc pas uniquement Azure. C'est ce qui en a, à mon avis, une belle valeur à sa présentation. Wassim, la scène est à toi. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous dans cette présentation sur donc serverless de manière générale et concrètement un peu sur Azure Functions. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Tout est OK? OK, je peux partir. Avant de vous parler de serverless et de notre sujet d'aujourd'hui, je vais juste vous raconter une petite histoire qu'on a quasiment tous vécue dans notre vie de développeur ou de consultant. C'est le fait de devoir en fait configurer nos machines, configurer notre infrastructure, s'assurer que tout fonctionne bien, que les dépendances sont bien installées, etc. Voilà, donc configuration un peu partout. Éventuellement aussi, le fait de devoir aller mettre à jour des packages sur des VM, et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si ces packages sont patchés, etc. On se retrouve aussi également des fois à ne pas savoir ce qu'on fait en copie du code. On a tous fait ça, on ne va pas se mentir, en copie du code sur Stack Overflow d'une configuration YAML ou du bash par exemple, et on l'exécute et ça marche. Mais on ne sait pas ni pourquoi ça marche, ni comment ça marche. Mais en tout cas, ça fait le taf et notre serveur tourne en prod. Et puis, une fois que c'est en prod, bien sûr, c'est plus notre problème. Nous, en tant que dev, on passe la patate chaude à nos amis Ops et du coup, ça devient leur problème. Ce qui, éventuellement, peut créer des conflits entre les deux métiers. Mais ça, c'est anecdotique, quoi. Donc, on a tous vécu ça, que lorsqu'on a besoin du coup de provisionner une infrastructure ou de mettre à jour une VM ou déployer une nouvelle VM, etc. Mais depuis quelques temps, depuis à peu près 1 an, 2 ans, voire un peu plus quand même, plus longtemps que ça, on a commencé à entendre parler de ce nouveau pattern ou cette nouvelle façon de faire des applications, on va dire cloud native, donc serverless. Serverless, on va dire, personne ne sait définir ce que c'est exactement ce terme-là. Mais en tout cas, c'est à la mode depuis un petit moment. Et donc, ça va être le sujet de notre talk d'aujourd'hui. Alors, essayons quand même de définir ce que c'est serverless. Moi, j'aime beaucoup la définition de Martin Fowler, que je trouve très, très bien, simple déjà, et très précise. Pour lui, en fait, du coup, serverless, en fait, c'est une architecture, donc c'est une façon de designer, d'architecturer des applications qui vont, du coup, utiliser des services externes, des services tierces, par exemple, une base de données, un backend as a service, des API, etc. Donc ça, c'est des API qui sont implémentés par des services externes à notre service principal, et aussi qui vont inclure du coup, donc ces architectures serverless vont inclure notre code métier, notre business code, qui va du coup lui tourner dans ce qu'on appelle des functions as a service. Donc le FAS pour Functions as a Service et BAS pour du Backend as a Service. Donc ça, c'est ce qui définit globalement, en termes techniques, une architecture serverless. Du coup, moi je m'appelle Wassim Chegam, je travaille chez Microsoft dans l'organisation Azure. Je suis Senior Developer Advocate, donc spécialisé en JavaScript. Et donc je fais pas mal de serverless, entre autres.
Globalement, mon rôle, en fait, c'est de servir de pont, de lien entre la communauté des développeurs et donc nos équipes d'ingénieurs sur tout ce qui est JavaScript. Donc, améliorer la vie des développeurs en leur fournissant des outils, des services pour qu'ils puissent du coup travailler sereinement et correctement, on va dire. Vous pouvez me trouver sur Internet sous le pseudo Manikineko ou sur DevTools. J'écris aussi sous Wassim Chegam. Je fais pas mal d'open source. En tant que développeur moi-même, du coup, j'écris en fait des outils pour d'automatiser, on va dire, pour améliorer la vie des développeurs. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Je vous laisserai regarder sur mon site web, wassim.dev. Et donc, je participe aussi à pas mal d'activités communautaires autour d'open source, notamment des contributions à Bezel, à Angular. Je fais partie aussi du programme G2, donc Google Developer Expert, sur du web et assistant, et historiquement sur GCP. Voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça. Et puis, si vous avez des questions sur l'open source ou JavaScript de manière générale, je serai ravi d'y répondre sur Twitter. Donc pour la suite du talk, essayons d'abord du coup de comprendre ce que c'est le cloud. Ce qu'on appelle le cloud, en fait, c'est le cloud computing de manière générale. On a une définition sur Azure, sur notre site Azure, qui est, on va dire, claire et précise. En fait, le cloud computing, c'est tous les services, c'est, on va dire, même une infrastructure, les serveurs, le storage, même le réseau, etc. C'est tous ces services-là, en fait, qu'on va du coup louer de la part d'un provider, donc Azure par exemple, et du coup qui vont, comment dire, on va donc louer, ils vont nous être facturés, etc. Tout ça dans le but du coup d'être, on va dire, un peu compétitif et innover, on va dire, rapidement, être flexible aussi. Voilà, donc c'est des machines qu'on va louer et qu'on va utiliser. Contrairement du coup à, on va dire, utiliser nos propres machines, notre propre infrastructure. Mais il y a plusieurs modèles en fait de cloud computing, il y a plusieurs services. Il y a le plus classique, on va dire, c'est le on-premise. Donc ça, c'est je maîtrise mon infrastructure, elle est chez moi, elle est hébergée chez moi. Je maîtrise du coup de A à Z, du réseau, etc., jusqu'à mon application qui tourne en prod. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle le IaaS, Infrastructure as a Code, as a Service, qui du coup, pour le coup, là, le cloud provider ici va gérer pour moi, va manager pour moi l'infrastructure jusqu'à l'OS éventuellement. Et puis derrière, moi, j'ai juste besoin du coup, entre guillemets, de déployer mon runtime et middleware et mon application. Et du coup, manager la configuration de tout ça. L'autre modèle qui est assez répandu aussi, c'est le Platform as a Service, où là, du coup, le cloud provider va manager tout pour moi jusqu'au runtime, donc jusqu'aux versions de la JVM, de Node.js, etc. Puis après, moi, ce qui me reste à faire, c'est déployer ma base de données, ma data, et toujours mon application. Et puis, l'autre modèle, c'est le software as a service. Donc là, c'est assez répandu. Hein. Donc là, ça va être Office Online, par exemple, ça va être VS Code Online, ça va être Google Maps, Gmail. Tout ça, c'est des services en fait que du coup, je vais utiliser, qui sont déjà hébergés par le cloud provider. Et du coup, bien sûr, je n'ai besoin de rien configurer pour ça parce que tout est fait par le cloud provider. Et là, donc, le dernier modèle, effectivement, qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les Functions as a Service, où pour le coup, là, ça vient, on va dire, par-dessus, on va dire, plutôt le Platform as a Service, qui va me permettre de déployer du code, voilà, qui va tourner sur une stack, sur un runtime, et bien évidemment, j'ai zéro infrastructure, zéro machine à manager. J'ai mis ici, si vous voyez les slides, sur IaaS, PaaS et SaaS, les functions sont en gris. Ça veut dire effectivement je peux aussi éventuellement déployer le runtime de ces fonctions-là sur ces différents modèles et continuer de bénéficier du coup de cette nouvelle architecture basée sur Functions as a Service et donc par extension sur Serverless. Hop. Voyons maintenant quelques
quels sont les quelques avantages, effectivement, de serverless. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter du coup d'architecture à mon application de cette manière-là? Le premier avantage que je vois, on va dire, c'est l'efficacité effectivement de ce pattern. L'efficacité, c'est-à-dire, je vais par exemple réduire mon time to market. Je vais pouvoir shipper rapidement des fonctionnalités, être beaucoup plus compétitif, par exemple. Et surtout, donc, pour les décideurs, là, donc je vais payer en fait que ce que je vais consommer. Donc, ce sont des coûts assez variables. Donc, comparé par exemple à la location des machines, au provisionnement des VM qui, elles, tournent 24/7. Et pour certaines d'entre elles qui ne sont, utilisées qu'à 10, 15, 20% de leur capacité. Mais pour le coup, je paye quand même tout ça. Et puis, puisque l'infrastructure et tout est managé pour moi par le provider, les services, du coup, sont, on va dire, relativement stables. C'est-à-dire que s'il y a un service qui tombe, il est automatiquement redémarré pour moi, donc je n'ai pas vraiment besoin de m'occuper de ça. Et le dernier point, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup chez Microsoft, c'est du coup ce qu'on appelle le green computing. Ce sont par exemple du coup on va dire consommer moins de ressources du coup et avoir une empreinte carbone moindre. On a des équipes en fait, des collègues qui travaillent sur ça, sur tout ce qui est donc sensibilisé, ce qu'on appelle le green software engineering. Donc là, au lieu d'avoir effectivement des machines qui tournent à 24/7 et du coup qui consomment de l'électricité, qui consomment des ressources, je vais avoir du coup des bouts de code, des bouts de fonctions qui vont démarrer, qui vont faire un travail et puis qui vont être nettoyés par le système. L'autre avantage de serverless de manière générale, donc c'est la flexibilité effectivement du pattern. Donc par exemple, je vais pouvoir créer en fait, donc déployer des fonctions avec la techno que je maîtrise. J'ai pas besoin d'aller recruter des nouvelles ressources qui elles connaissent une techno en particulier. Là, si j'ai des ressources, si j'ai des ingénieurs qui sont à l'aise avec du Java, du Python, du PHP ou autre, je vais pouvoir du coup écrire mon code business avec ces technos-là, avec ces langages-là, et du coup les déployer simplement. Ça permet aussi donc de simplifier, on va dire, les expérimentations, faire des POC, faire des MVP. Voilà. C'est vraiment très, 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 très simple. Du coup, j'écris mon code, je le déploie. En 2-3 minutes, en fait, je visualise le résultat. Et du coup, si je ne suis pas satisfait, je jette et puis je recommence éventuellement. Et puis, bien sûr, la scalabilité. Donc ça fait un autre point assez important de serverless. C'est-à-dire que aujourd'hui, je commence mon business et j'ai quelques clients. Donc là, mon système tourne bien. Mais demain, si je passe à 1 million de visiteurs, automatiquement, en fait, mes fonctions, on va dire, mon infrastructure va scaler sans problème, va s'adapter du coup pour absorber la charge. Bien évidemment, je vais payer en fonction de ça, mais bon, votre business fonctionne, il est fructueux, donc voilà, c'est normal. Donc, pour faire court par rapport à pourquoi du coup miser ou parier sur ce nouveau pattern, en tant que développeur, en tant qu'équipe d'ingénierie, en fait, on va plutôt se focaliser sur le code. On va mettre de côté, on va dire, la configuration. Elle sera toujours là quelque part, bien sûr. On a toujours besoin des ops, etc. Mais lorsqu'on démarre un projet, vraiment, on écrit du code et avec un minimum de configuration, du coup, on va pouvoir le déployer, voire même dans certains cas, 0 configuration. Donc, plus d'infrastructures ou peu d'infrastructures du coup à gérer. Et bien sûr, l'autoscalabilité, et le fait du coup de payer que les ressources qu'on consomme, autant donc le CPU par exemple ou RAM. Donc côté Azure, je vais montrer donc le slide entier. Sur Azure, effectivement, donc on a on a pas mal de services qui sont catégorisés comme serverless. Là, je vous en présente quelques-uns, mais bon, sur le site officiel, vous avez toute la panoplie. On a donc ce qu'on appelle le serverless messaging, effectivement à base donc de EventGrid. Donc là, voilà, je ne vais pas trop le détailler, mais je vais pouvoir du coup écrire, faire des pipelines de services qui sont
qui rentrent dans cette catégorie serverless, c'est-à-dire que je paye à la consommation qui scale facilement et ainsi de suite, déclenchable par événement par exemple. Donc là, on va retrouver par exemple le storage, donc du serverless storage, un storage flexible, élastique, et aussi du SQL serverless database, donc pour la partie base de données avec du Cosmos DB éventuellement. On a donc les fonctions, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui eux nous rentrent dans la partie compute, donc avec Kubernetes par exemple aussi, et puis toute la partie orchestration des workflows avec Logic Apps. Donc, il y a un système pour vraiment designer tout ce qui est, par exemple, un workflow assez complexe, que ce soit, par exemple, pour la sécurité ou pour de l'IoT, si on veut. D'autres services qui sont catégorisés aussi comme serverless et qui s'intègrent très bien dans ce type d'architecture, ce sont du coup les cognitive services. Du coup, juste à base de, je fais une requête vers un endpoint, vers une REST API, et du coup, j'ai un résultat. Donc voilà, là, on est typiquement dans un backend as a service, par exemple. Donc aujourd'hui, parlons de Azure Functions. Qu'est-ce que c'est les Azure Functions? Alors, c'est un service du coup offert par Azure, bien évidemment, qui est totalement managé donc, par Microsoft. Et ce qu'on appelle qui est event oriented, ça veut dire qu'en fait que notre code qui tourne du coup en tant que fonction est déclenchable via des événements, soit des événements internes à notre infrastructure ou notre application, ou via des événements externes, typiquement des cron ou des requêtes HTTP. Et bien évidemment scalable, il s'adapte en donc, scalabilité up et down aussi. Oui, et donc le code qui tourne au sein des fonctions est entièrement donc sandboxé et protégé. En ce qui concerne du coup le choix des technos, il y a beaucoup de choix. Il y a on va dire des technos entre guillemets classiques, donc du Java, du Node.js, .NET, mais on peut éventuellement faire aussi écrire des fonctions avec du F#, du TypeScript si on veut, voire même du PHP. Et donc, bien sûr, les différents thèmes, les différentes technologies sont mis à jour régulièrement. Donc là, je vous invite à regarder la documentation pour se tenir informé. En termes donc, de ce qu'on appelle des triggers, donc les triggers, ce sont les fameux événements qui vont donc déclencher ces fonctions-là, donc déclencher notre code pour être exécuté par la suite. Donc, on a des trucs classiques comme du HTTP, c'est-à-dire que je vais écrire un code qui va être exécuté via une requête HTTP, n'importe quel verbe, post ou get ou autre. Et donc, il va faire un travail, du coup, qui va retourner un résultat et puis être nettoyé par le système. On peut éventuellement aussi par exemple, déclencher des fonctions lorsqu'on upload un fichier sur un storage. Donc, j'upload une image sur un storage, ça va me réveiller du coup une fonction qui va peut-être travailler sur cette image-là, éventuellement appeler des cognitive services pour analyser ce qu'il y a dedans et me mettre le résultat dans une base de données. Ça, c'est typiquement le use case classique de ce type d'architecture. Et bien sûr aussi, on peut plugger sur des bases de données, sur Cosmos DB ici, où donc si on modifie un nœud dans la base, ça déclenche une fonction qui fait un traitement externe et après retourne le résultat. Et il y en a plein d'autres. Tous les triggers que vous voyez ici à l'écran, c'est des liens, donc vous pourrez cliquer dessus tout à l'heure pour en savoir plus. Et donc de l'autre côté, on a les bindings. Donc les bindings qui sont supportés par les fonctions donc sont les suivants ici, je les ai listés ici. Donc les bindings, en fait, ça veut dire que ça va être les outputs, on va dire, de nos fonctions. Vous voyez les triggers comme des inputs et les bindings comme des outputs. Donc pour une fonction mathématique avec un argument, ça retourne un résultat. Là, c'est pareil. Je vais déclencher ici une fonction, par exemple, via un upload vers un blob storage. Donc, ça va réveiller cette fameuse fonction qui va donc faire une manipulation et puis écrire le résultat, par exemple, dans Cosmos DB. Donc là, l'output va être vers Cosmos DB en termes de binding, je veux dire. L'une des démos dont je vais vous parler à la fin de ce talk, c'est donc l'utilisation du service Twilio donc pour l'envoi des SMS.
Donc, par exemple, je vais pouvoir, on va dire, upload une photo ou une image dans un blob storage et puis avoir des fonctions qui va donc traiter traiter ce fichier-là avec, encore une fois, on va dire du Cognitive Services et envoyer le résultat par SMS. Donc voilà, tout ça, ça peut être séparé sur plusieurs fonctions. Bien sûr, ici, tous ces bindings, ces inputs, ces outputs, hein, vous pouvez les mélanger. Hein. Voilà, on peut avoir par exemple une fonction déclenchable via un cron qui va du coup faire plusieurs outputs, hein, pas juste un seul, mais plusieurs. Donc ici, on va dire, vous multipliez tous les inputs par les outputs. Ça fait vraiment une grosse combinaison, on va dire. En ce qui concerne du coup le Developer Experience, donc la DX, vous avez le choix. Donc pour la création et l'utilisation, on va dire, des fonctions en tant que développeur. Bien sûr, donc il y a VS Code, il y a une extension pour VS Code qui vous permet donc de gérer tout le nécessaire pour les fonctions. Donc créer un projet, créer des squelettes de fonctions avec les technos de votre choix, gérer toute la partie donc settings, donc avec les variables d'environnement et tout ça, et bien évidemment déployer, accéder au stream de log en live directement via VS Code. Et bien sûr, donc pour ceux qui préfèrent la ligne de commande, il y a Azure CLI hein, avec aussi, donc effectivement j'aurais dû mettre ici le Functions Core Tools, qui est donc un autre petit CLI, on va dire, pour gérer spécifiquement les fonctions. Donc là, typiquement, je fais func init my project avec donc un runtime bien spécifique. Donc là, je prends le runtime JavaScript. Ça va du coup me générer le squelette d'un projet. Et puis après, je vais pouvoir générer autant de fonctions que je veux pour ce runtime-là. Donc ici, je choisis un trigger de type HTTP. Et ça me génère du coup le template HTTP en JavaScript. Je peux aussi générer en TypeScript pour le runtime Node.js. Et puis, je peux aussi démarrer ma fonction en local pour un debug. Donc là, sur ma machine de dev, je fais func host start, ça me lance un émulateur local sur ma machine. Et puis après, je peux effectivement y accéder soit via un curl ou via mon application si je le souhaite. Ici, donc, c'est un exemple de trigger ici. Donc là, vous avez deux fichiers. Le fichier JSON qui définit la shape, le format de votre fonction. Donc ici, c'est un binding de type HTTP avec donc la direction in, ça veut dire que c'est un trigger. Et donc le contexte va être communiqué via la variable request, donc RQQ ici. Et puis après, donc l'output ici, c'est donc pareil, je retourne un résultat en type HTTP. Et donc l'exemple que vous avez en dessous, c'est un simple hello world avec du JavaScript en Node.js. Pour la partie comment donc déployer ma fonction donc en prod ou sur Azure, donc il y a pas mal de choix. Effectivement, on peut soit le faire via le portail, soit avec un bon flux FTP ou directement via le CLI aussi. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est de plugger ça sur un source control, un GitHub par exemple, pour donc automatiser le déploiement sur des push ou des pull requests. Une petite astuce personnelle, donc si vous démarrez vos fonctions locales, donc pour les tester par exemple via des services externes, via des services qui sont sur Internet, il y a ces deux outils-là qui s'appellent donc ngrok pour le premier ou LocalTunnel pour le deuxième. Ils font la même chose, hein, et ils vous créent en fait on va dire des tunnels sécurisés sur votre machine qui sont accessibles via Internet pour faire vos tests par exemple. Donc ça c'est super pratique si vous faites de l'IoT par exemple, vous voulez exposer des ports sur Internet. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier d'arrêter le tunnel parce que voilà, on ne sait jamais si vous avez fini. Pour tester, donc faire des tests en charge, en fait, de charge de votre fonction en prod, il y a cet outil donc, qui s'appelle Artillery. Donc là, installe via NPM pour ceux qui font du JavaScript et du Node. Et donc, on peut lancer des campagnes de tests pour vraiment voir si ma fonction tient le coup. Normalement, oui, elle tient le coup, hein, mais ça permet de faire des analyses derrière, effectivement, s'il y a pour étudier par exemple le fameux problème, là, le cold start qu'on rencontre souvent. Et justement, c'est un des gotchas quand on fait du serverless avec functions. L'un des problèmes, effectivement, après, on a de plus en plus des outils pour corriger tout ça, mais ça va être donc la stratégie de login, en fait. Donc, effectivement, je vais accéder à mes logs. Donc, heureusement, sur Azure, on a App Insight qui permet du coup de se plugger sur
sur une instance de fonction et voir tout ce qui se passe. Vous avez également la possibilité d'accéder au log en temps réel, en fait, streamer le log sur votre machine, soit via le CLI ou via l'extension VS Code. Il y a quelques autres, on va dire, quelques trucs et astuces à connaître quand on fait du serverless, effectivement, c'est donc optimiser les accès DNS. Pour le coup, là, c'est-à-dire que si ma fonction fait un appel vers un autre serveur, etc., bien vraiment faire ça, on va dire, correctement. Donc, il y a des articles qui parlent du sujet. Donc, pour accélérer le temps de démarrage, le temps de chargement. Et après, effectivement, l'autre gotcha aussi, ce que j'appelle ici, donc les versions du runtime. Donc ça, on est dépendant effectivement du runtime qui est offert par le provider. Typiquement sur Node, sur Azure, donc on a deux versions. On a la version 8 et 10. Généralement, c'est les versions LTS en fait qui sont supportées par tous les providers. Après, donc il y a, j'en parle pas ici dans le slide, mais il y a ce qu'on appelle les durable functions, donc sur Azure, qui permettent du coup d'utiliser n'importe quelle version soit de version de runtime, par exemple de Node.js, je peux utiliser une autre que la 8 ou la 10, voire même utiliser votre propre runtime, votre propre techno. Si vous voulez déployer du Ruby, par exemple, ce sera éventuellement possible. Et puis, donc, le rollback stratégie ici, ça c'est classique hein, quand on fait du déploiement continu. Hein. Il faut toujours avoir une stratégie de rollback s'il y a un truc qui se passe mal pour du coup revenir effectivement en arrière et puis ne pas casser entièrement ma prod. Et après, pour finir, dans les gotchas, c'est le cold start. Ça, c'est un problème récurrent à tous les cloud providers quand on fait du serverless, puisqu'en fait, mes containers sont vraiment démarrés à la volée et à la demande aussi. Le temps du démarrage, ça peut être plus ou moins lent. Et, quand je dis lent, c'est une histoire de quelques millisecondes, voire max une seconde. Hein. Mais ça reste quand même un peu beaucoup lorsqu'on fait des applications distribuées. Donc là, pareil, il y a des astuces. Hein. Typiquement sur Azure, si vous êtes sur un compte premium, un plan premium, du coup, Azure permet du coup d'allouer quelques instances, en fait, et les garder au chaud. Comme ça, en fait, ça absorbe du coup les réponses. Bien sûr, donc vous allez du coup devoir payer pour ces instances qui sont toujours démarrées. Ou alors, donc si vous avez déjà des applications déployées sur Azure sur un App Services, vous pouvez du coup utiliser les fonctions dans un plan App Services existant. Donc là, bon, pour le coup, vous n'êtes plus en serverless parce que vous payez déjà pour un App Services. Du coup, vous allez juste mettre dedans les fonctions. Voilà, donc on arrive vers la fin. Donc là, j'ai deux démos en fait donc pour ce talk. Et à vrai dire, la deuxième démo, je ne vais pas la faire parce que ça nécessite du coup d'avoir le fameux numéro de téléphone pour envoyer un SMS. Et sauf que du coup, on m'a retiré du coup ce numéro de téléphone récemment. Donc pour avoir un nouveau, il faut attendre 3 jours, vu la législation française. Du coup, on va du coup voir la première démo, qui est aussi intéressante que la deuxième. Hein. C'est justement de faire une application. Donc là, l'application elle est déjà faite, hein, uactions.dev, qui permet, globalement, la démo permet de contrôler des ampoules Philips Hue. Donc j'en ai une derrière moi. On va pouvoir faire mumuse avec elle tout à l'heure. Et donc derrière, il y a un ensemble de fonctions. Donc il y a une application Angular pour la partie UI. Et les sessions sont stockées du coup sur Cosmos DB avec le free tier là, qui a été annoncé récemment. Le schéma d'architecture globale ressemblerait à ceci. Donc là, l'utilisateur accède à l'application Angular qui, du coup, elle, automatiquement fait, donc, bien sûr, suite à un clic sur un bouton, et fait appel à une fonction qui va, du coup, générer un lien d'autorisation qui va être communiqué derrière à Philips Hue. Donc, il faut avoir un compte Philips Hue pour la démo. Donc, après, il y a plusieurs communications qui se font derrière. Et en gros, la génération des tokens, le refresh des tokens, etc., les autorisations, tout se fait en fait via des fonctions. Donc là, l'application que je vais montrer là tout de suite, il y a entre guillemets, il y a zéro backend dans le sens où tout est du serverless. C'est que des fonctions derrière. Je dirais toujours des serveurs, bien sûr, mais c'est on va dire serverless. Je vais donc donc l'application, c'est celui-ci. Hein. Hop. Je vais juste réfléchir. Donc je vais ici cliquer sur Authorize, sur le bouton bleu. Je vais peut-être zoomer un peu.
il me semble. Donc là, ce qui se passe derrière, c'est que on va faire un appel vers une fonction Azure, une fonction donc serverless sur Azure qui va nous générer en fait le lien que vous voyez qui est du coup communiqué à Philips Hue, donc avec notre client, donc avec un client application, etc. Donc tout ça bien sûr est sécurisé côté serveur. Le résultat est retourné à l'application front et après derrière en fait on fait une redirection côté UI pour donc autoriser l'accès à notre compte. Donc là je fais yes, j'autorise, ça me redirige du coup vers l'application Angular avec, je vais juste refresh du coup, avec le Je vais la refaire parce que du coup, j'avais du cache, bien évidemment, l'effet démo. Voilà, il est là. Donc, avec les bonnes informations, le client secret, le token qui est du coup généré pour ma session uniquement. Et donc, tout ça est communiqué ici. Donc là, par exemple, cette UI me présente donc les différentes ampoules et lampes que j'ai chez moi dans mon appart. Donc, celle qui est derrière moi, donc c'est le numéro 2. Moi, c'est l'ampoule numéro 2. Ici, je vais pouvoir du coup la tester facilement via l'UI. Je clique Try It. Normalement, derrière, elle est censée commencer. Voilà, elle clignote en rouge. Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu sur la caméra, mais bon, faites-moi confiance, elle clignote en rouge. Si vous voulez donc tester, bien sûr, donc tout ça c'est du live. Donc vous avez l'URL ici. Vous lancez votre shell et vous faites une requête curl qui du coup va allumer, va pouvoir donc contrôler les lumières chez moi. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sente, on va dire, courageux pour le faire. Vous pouvez mettre du coup n'importe quelle couleur en hexa, ça la prendra en charge. Je vais continuer de parler du coup en attendant de voir s'il y a quelqu'un qui va donc allumer la lumière. Voilà, donc en attendant, je vais vous montrer VS Code où du coup j'ai ce projet-là. Donc j'ai ouvert le projet uactions.dev. Sur la partie gauche, vous voyez ici du coup les 4 fonctions, la fonction actions, la fonction auth, la fonction register et la fonction revoke. Donc chacune a une responsabilité, on va dire. La première, en fait, c'est la fonction auth qui va donc, elle, être responsable de me générer le fameux lien dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les informations qui sont du coup stockées côté backend, bien sûr. Et donc, ce lien-là va être communiqué au front, donc à l'UI, qui va du coup passer la main vers le compte uActions. Ensuite, une fois qu'on a l'autorisation de uActions, en fait, je vais du coup pouvoir enregistrer automatiquement l'application dans ma session. Et puis, comme ça, je vais pouvoir du coup générer un lien unique donc, par rapport à mes lumières chez moi. Et d'ailleurs, plus tard, hein, si vous l'utilisez, officiellement, si vous utilisez cette application-là, le lien il est censé être privé, donc ne le partagez pas sur Internet comme ce que je fais à l'instant. Mais à la fin de la démo, je vais le revoke, comme ça, ça va être plus sûr comme ça, on va dire. Tu peux nous partager, s'il te plaît, le lien via Skype, comme ça on peut le pousser le temps de la démo dans la chaîne YouTube. Je partage la commande entière, curl. Je te l'envoie ici. C'est vrai que ce sera plus simple, c'est plus long à taper. Du coup, ce que je disais, effectivement, donc j'enregistre. Donc cette fonction permet d'enregistrer la session dans la base et puis donc générer un lien unique, le fameux lien du coup qui a été communiqué. Et puis derrière, j'ai une fonction d'ailleurs de secours qui permet de revoke une session comme ça. C'est ce que je vais faire tout à l'heure d'ailleurs. Je reset en fait mes paramètres s'il y a un problème avec ce lien unique. Après, donc l'implémentation, ça sert à rien que je vous la montre. Hein, c'est du business code ici. Donc vous faites ce que vous voulez entre guillemets. Ces fonctions-là, du coup, sont d'ailleurs déployées. Hop, je vais vous montrer ici, donc sur VS Code. Donc sur ma session, sur on va dire ma souscription de démo, vous voyez toutes mes fonctions, mes function apps qui sont déployées. Donc après, via VS Code directement,
vous pouvez aussi déployer. Donc, il y a vraiment... Enfin, je veux dire, le CR, c'est assez simple. Il n'y a toujours personne qui a allumé les lumières. C'est vraiment, en fait, l'expérience développeur est assez simple à ce niveau-là, bien sûr. Donc, voilà pour cette démo-là. Donc, bien sûr, hein, comme ce que j'ai dit, donc toute l'implémentation, je vais pas la détailler. Donc là, c'est propre vraiment à ce projet-là. Mais pour le coup, là, du coup, moi, par exemple, en termes de facturation, ce qui va être facturé, du coup, c'est vraiment l'accès à ces différentes fonctions. À chaque fois, je vais invoquer une fonction, elle va faire du coup du travail. Je vais du coup, on va dire, payer que ce qui a été consommé en termes d'exécution de ma fonction. Quand mes fonctions ne sont pas exécutées, du coup, bah, en fait, il n'y a rien qui tourne et donc ça ne me coûte rien. Je vais laisser du coup l'URL ouverte quelques minutes et puis je ferai un revoke à la fin. Wassim, j'ai Bien sûr. essayé d'exécuter. Il y a quelques erreurs dans la commande curl. Alors, malheureusement, du coup, c'est une commande curl. Je ne sais pas sous Windows comment elle se comporte. Non, j'ai exécuté dans mon subsystème Ubuntu. OK. Hostname hash contains bad letter. Donc, je pense qu'il y a un problème de là. Oui. Apostrophe-h apostrophe contains bad letter. Moi, je viens d'y arriver, Marius. T'as réussi? Ah oui, elle clignote. Et il y a peut-être du coup des caractères spéciaux qu'il faut escape en fait sous bash. Okay. Après, si tu peux faire la même chose avec un postman, n'importe quel outil pour faire une requête post, ça marchera bien sûr. Et donc sur la partie status, vous pouvez aussi faire une couleur avec une couleur hexa, ça marche aussi. Alors pour la petite anecdote, en fait, cette application, je l'ai faite il y a quelques temps. Donc c'est pour servir, en fait, pour être plugué sur une GitHub Actions. Comme ça, par exemple, ça vous donnera une indication, on va dire, avec une couleur en fonction du build. Si le build est fail, du coup, ça devient rouge, bien sûr. Si le build est success, elle est verte. Mais derrière, vous pouvez modifier la couleur. Donc, l'UI vous explique comment brancher ça sur une GitHub Actions avec le YAML et la configuration qu'il faut. Et après, donc pour la partie Geekery, j'ai rajouté effectivement le fait de pouvoir tester avec curl ou directement via l'UI d'ailleurs. En termes du coup sur le portail Azure, bien sûr, tout ce que vous faites là via VS Code est faisable via le portail Azure. Ça se représente globalement comme ça. Donc ici, vous avez toutes vos fonctions. Là, je suis dans un autre projet. Justement, du coup, c'est la démo que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais en tout cas, le code est toujours là. Justement, je vais peut-être vous présenter juste le diagramme d'archi de cette deuxième application et après, je vous montrerai les fonctions qui sont sur Azure directement. Alors, il me semble que j'ai encore peut-être 10 minutes, ouais. Donc, cette deuxième démo, en fait, l'idée de base, c'est du coup de prendre notre téléphone, prendre une photo d'une image qui contient du texte, faire en sorte du coup d'extraire le texte qu'il y a dans l'image, donc une sorte de dossier, et puis traduire ce texte vers une autre langue et après envoyer le texte traduit par SMS à l'utilisateur. Bien sûr, ici, ça reste une démo, mais les use cases, on peut les mapper sur des vrais use cases de la vie de tous les jours si on souhaite. Le diagramme global ressemble à ceci. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 fonctions qui sont où là, pour le coup, on a du trigger via HTTP, on a du trigger via storage et on a du trigger aussi via des queues, des messages en fait en queue. Mais je reviens du coup sur le portail Azure. J'ai du coup ma Functions app qui tourne avec mes 4 fonctions, donc le upload, process image, translate text, save et read. Donc là, j'en ai 5 ici pour le coup, parce que j'en ai rajouté une en plus. La fonction upload, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, c'est elle qui permet de prendre le fichier. Pardon. Pour le coup, elle permet simplement de faire un upload en fait, de mon image vers un storage. Et après, process image, c'est elle qui va être déclenchée lorsque j'ai reçu une image sur mon storage.
celle-ci du coup va être réveillée, elle va prendre l'image en question et elle va du coup extraire le texte via la Vision API donc avec OCR et stocker le texte du coup dans un table storage. Et après, j'ai la fonction translate text qui elle va se réveiller parce que elle a été configurée du coup pour être trigger via un table storage, qui va prendre le texte et faire appel à l'API translation en fait pour traduire de la langue détectée vers une autre langue du coup qui sera dans les paramètres et sauvegarder du coup le résultat dans un queue. Et la dernière, donc le read result, c'est elle qui va être réveillée par le queue. J'espère que vous suivez le cheminement, qui va se réveiller via le queue, à récupérer le texte qui a été traduit et stocké, et puis faire appel à Twilio. Donc c'est là où du coup je ne peux pas faire la démo aujourd'hui parce que j'ai plus le numéro Twilio, qui va faire appel à Twilio avec le texte et le numéro du téléphone du destinataire, et puis du coup Twilio va faire le nécessaire et vous transmettre le message, le SMS. Bien sûr, je reviens dans les slides. J'ai ici une capture d'écran qui illustre le résultat final. Donc là, j'ai pris une photo du coup avec mon application Angular qui a été stockée sur storage. Il y a tout le cheminement derrière que j'ai dit précédemment. Et puis, je reçois mon SMS avec ici le texte traduit en allemand. Après, je parle pas allemand, donc j'imagine, je fais confiance du coup à l'API Translation, mais ça devrait fonctionner normalement. Et puis donc voilà, je vais laisser un peu de temps quand même pour les questions s'il y en a. Je vous ai mis quelques liens du coup dans les slides et puis à la fin aussi dans la partie ressources. Et puis voilà, donc merci à toutes et à tous et puis restez chez vous, sauvez des vies. Et merci pour les applaudissements. Et donc, il y a un lien Bitly vers les slides, donc az-funk-az. Donc, je prends les questions s'il y en a. Merci Wassim. Pour l'instant, ah oui, attendez. Il y a à l'instant une question posée. Est-ce que vous auriez des recommandations pour les lectures sur les aspects sécurité? C'est déjà pas facile d'aborder le pass avec certains security officers. Donc ici, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris du coup la question, c'est savoir s'il y a moyen de sécuriser les accès aux fonctions, j'imagine. Oui. Alors, comment traiter Azure Functions du contexte sécurité entreprise? Alors déjà, en fait, les fonctions, lorsqu'on crée des fonctions, on peut les... comment dire? Il y a 3 façons d'y accéder, peu importe la fonction. Soit du coup via un accès anonyme, soit via du coup un accès avec un token ou via AAD. Donc ici, je fais par exemple, je demandais un accès vers ma fonction F0 upload qui sera du coup anonyme. Donc n'importe qui effectivement qui a l'URL peut y accéder. Après, je peux effectivement utiliser bon, là pour le coup, parce que je ne l'ai pas configuré initialement, mais je peux utiliser du coup des tokens ou des SAS ou des connection strings éventuellement. Comme ça, on va pouvoir du coup, on va dire, sécuriser ces fonctions-là. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais donc ça, c'est dans le coup, en fait, dans le cas, pardon, où nos fonctions sont total serverless. Lorsque mes fonctions, du coup, tournent dans un app services, je vais pouvoir, du coup, rajouter une couche en plus d'autorisation, en plus, du coup, de mon authentification. Est-ce que je peux compléter un petit peu ta réponse? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, à part le plan serverless classique, on va dire, et le plan qui est déployé sur App Service, il y a un relativement nouveau plan qui a un serverless premium, dont tu as parlé d'ailleurs dans la session. Et lui, il permet par ailleurs de déployer le service Azure Functions dans un contexte de connectivité réseau, avec du private link devant, avec de la connexion comment s'appelle, sécurisée derrière, VNet Integration. Donc, sûr, ouais. C'est ça pour moi des briques essentielles à rajouter à une Azure Function si on veut l'exécuter en mode contexte entreprise, en plus de ce que tu as bien sûr spécifié. Bien sûr, donc il y a tout le côté VPN derrière, effectivement, dans ce cas-là, en fait, effectivement, toute notre infrastructure tourne dans un contexte sécurisé entreprise. Oui. Après, il faut ouvrir les ports pour tout ce qui est HTTP éventuellement, si ma fonction est quand même censée être accessible via l'extérieur.
Oui, la manière d'exposition des functions vers l'Internet, c'est toute une autre histoire. Oui. Par défaut, oui, bien sûr, on peut exposer les functions en tant qu'API. Euh, Après, les bonnes pratiques, c'est de mettre devant Azure Functions des services comme Application Gateway ou Azure Front Door qui permettent de faire on va dire la protection de haut niveau du point de vue sécurité. Tout à fait. C'est vrai que pour le coup, là, effectivement, on sort un peu de serverless, mais là, on est vraiment dans l'architecture globale Entreprise, oui. entreprise. Tout en restant un modèle au moins pass si Ouais. ce n'est pas vraiment serverless en tant que tel. Donc, on reste sur un modèle avec un grand ROI. Et comme après, je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, le runtime, je ne l'ai peut-être pas dit, mais le runtime du coup de Azure Functions, il est open source. Donc vous pouvez éventuellement le récupérer, l'installer chez vous. J'ai même vu récemment une démo, enfin une démo, ouais, on va dire une démo projet de quelqu'un qui a pris le runtime d'Azure Functions et qui l'a fait tourner dans Cloud Run de GCP. Je trouve ça super cool du coup comme use case. Oui, moi ce que je trouve ça, c'est plutôt marrant, on va dire, mais plus vraiment utile pour une entreprise. Oui, c'est utiliser la même plateforme, on va dire serverless ou FAS, dans une exécution, par exemple, de contexte de cloud privé, qui peut-être n'est pas aussi, on va dire, rentable ou agile comme la plateforme Azure publique, mais qui permet d'avoir tous les critères de sécurité remplis pour l'entreprise. Donc, du coup, c'est une surface uniforme de développement et même de déploiement, on peut dire jusqu'à un certain point. Comment on Et dit ça couvre effectivement les deux grands aspects. On peut faire on va dire, de l'hybride avec Azure Functions. Yep. Après, comme on dit, la sécurité n'a pas de prix. Donc. Tout a un prix à la fin. C'est oui. ça. Merci Wassim. Merci beaucoup, à Wassim. vous. Est-ce que par hasard ton code serait accessible sur un GitHub ou quelque chose Tout dans le à genre? fait. Tout ce que je fais open source. Donc ouais, je partage. Et tout est sur les slides du coup. Parfait, merci. Marius, je te propose de lancer la session suivante. En tout cas, de la lancer. Oui. D'abord, il faut que je me rappelle exactement que la session. C'est ça, il faut qu'on se mette en ligne. Alors, la suivante, c'est I want my model to be deployed. Another story of Exactement. ML Ops, présenté par Paul Péton. Ou Péton, Merci je ne sais pas comment on dit. Paul Péton. Oui, tout à fait. Paul va nous présenter du ML Ops, donc Azure Machine Learning, le modèle opérationnel et DevOps, on va dire le cycle DevOps pour le Machine Learning. Merci à tout à l'heure à tous. Super, à dans 12 minutes, merci.